Ça fait plaisir. Donc, dans le cadre de cette thématique concernant les différentes facettes de la maladie cœliaque, je vous présente le cas d'une dame âgée de 62 ans, aux antécédents d'hypothyroïdie et de maladie cœliaque en écart de régime depuis plusieurs années. Elle a été admise pour un tableau qui évolue depuis un mois, associant une diarrhée chronique, une altération d'état général et un tableau neurologique en devant de la scène, associant des troubles de l'élocution, des fausses routes à répétition et des troubles de la marche. L'examen neurologique avait montré un syndrome quadripyramidal, une hémiparésie, un syndrome cérébelleux, une dysarthrie, une amyotrophie. Il n'y avait ni trouble sensitif, ni trouble oculomoteur, ni trouble cognitif. L'examen clinique était sans anomalie, de même que les explorations biologiques de première ligne. Face à ces signes de systématisation, une IRM cérébrale a été pratiquée en urgence, montrant des hypersignaux, des faisceaux moteurs, des principaux faisceaux moteurs, sans autre anomalie. Face à ce syndrome neurologique, les principales hypothèses à évoquer en tenant compte de contexte de maladie cœliaque non maîtrisée et d'auto-immunité associée, c'est l'étiologie métabolique, la transformation en lymphome T intestinal avec ses complications type surtout paranéoplasique, les vascularites cérébrales compliquant une maladie de système, et en deuxième lieu, ce sont les étiologies infectieuses. L'enquête métabolique n'a objectivé qu'une carence en vitamine B9. On a toutefois supplémenté notre patiente par tout le complexe B par voie IV, ne permettant pas une amélioration clinique malgré la normalisation du dosage. Dans la quête d'un lymphome T intestinal, un entéroscanner n'a pas montré une image suspecte, les marqueurs biologiques étaient négatifs, nous étions alarmés par la présence d'une duodénite ulcérée avec un infiltrat du chorion, mais l'absence de clone T et la négativité du CD30 écartaient le diagnostic. Parmi les infections, c'est essentiellement la maladie de Whipple et l'infection VIH qui pouvaient expliquer un tableau neurologique chronique combiné à des symptômes digestifs, revenus toutes les deux négatives. L'hypothèse auto-immune était décevante du fait de la négativité du bilan immunologique. Face à cette impasse diagnostique, on s'est retourné vers les maladies neurodégénératives et en particulier une sclérose latérale amyotrophique, d'où la demande d'un EMG qui a montré un tracé neurogène, une dénervation motrice et des fasciculations, complétant le tableau supérieur par une atteinte du motoneurone inférieur permettant de retenir le diagnostic de SLA. Pendant un mois d'hospitalisation, la patiente a été mise sous régime sans gluten strict, avec une nutrition entérale exclusive par NutriPomp. Finalement, on la met sortante sous régime sans gluten et elle a été mise par les neurologues sous Relutec pour son SLA. On la revoit en consultation, stupéfait par une évolution progressive mais très favorable, clinique, radiologique et électrophysiologique, avec normalisation du tracé EMG, amélioration des anomalies du signal et finalement une patiente entièrement asymptomatique. Une évolution spectaculaire qui exclut le diagnostic d'une SLA, qui évolue sans relâche, sans récupération, vers des dégâts irréversibles et le Riluzole ne permet qu'un gain fonctionnel de quelques mois. D'où on redresse le diagnostic vers un syndrome SLA-like qui serait l'une des manifestations extra-intestinales d'une maladie cœliaque. Ces dernières sont 15 fois plus fréquentes que la forme intestinale pure, tous 50% des patients, et les manifestations neurologiques se voient dans 10 à 67% des cas selon le seuil de suspicion du clinicien. Et on définit d'ailleurs le syndrome de gluten, qui englobe les manifestations neurologiques associées à une maladie cœliaque ou bien à une hypersensibilité non cœliaque. Les plus prévalentes sont l'ataxie au gluten, le syndrome les neuropathies périphériques et le syndrome épilepsie calcification cérébrale. Mais le spectre il est beaucoup plus large que ça, associant des anomalies de la motricité où figure l'atteinte SLA-like, des troubles cognitifs aussi bien mineurs tels que le brain fog que majeurs, Alzheimer-like, et des atteintes variables où on retrouve des atteintes du système nerveux autonome responsable de troubles de la motricité intestinale. Mais qu'en est-il de la fréquence du syndrome SLA-like en particulier ? On connaît que le risque de SLA augmente en cas de maladie dysimmunitaire, arrivant à plus 57% des cas en cas de maladie cœliaque. Et en cas de SLA, le risque relatif de maladie cœliaque il est de 1,57. La fréquence elle est rapportée sous forme de case report éparse que j'ai répertorié dans ce tableau de 2007 à 2018, où on note que les symptômes digestifs sont inconstants et qu'il existe une prédominance masculine. Mais comment s'établit le rapport entre une maladie cœliaque et une atteinte neurologique type SLA-like ou autre? La réponse réside dans l'axe intestin-cerveau, où tout commence par une hyperperméabilité intestinale induite par la maladie cœliaque qui va exposer le contenu du chorion en auto-anticorps, en gliadine, en cytokines pro-inflammatoires et en peptides bactériens à la circulation systémique, induisant les manifestations neurologiques. Ce passage du gluten à la neuroinflammation est médié par la combinaison d'une réaction auto-immune avec une hyperperméabilité de la barrière hémato-encéphalique,
Une condition nécessaire parce que le cerveau est un organe immunologiquement privilégié, séquestré par une barrière hautement imperméable à tous ces médiateurs suscités. Comment ce leaky gut va aboutir à une hyperperméabilité cérébrale? C'est soit par une altération directe des jonctions serrées de la barrière via la translocation de l'hypopolysaccharide bactérien ou la diffusion des cytokines pro-inflammatoires intestinales, soit via une vascularite cérébrale induite par des réactions croisées entre les auto-anticorps de la maladie cœliaque et le dépôt de complexes immenses circulants gliadine auto-anticorps induisant une activation du complément. Une fois notre système nerveux est exposé, vient le rôle pivot de l'auto-immunité, qui est crucial non seulement pour induire des dégâts neuronaux, mais pour ses retombées pratiques, parce qu'elle va définir une série d'auto-anticorps dosables en pratique clinique, témoins d'une hypersensibilité au gluten. Un phénomène attesté par la positivité dans 60% des cas d'anticorps antineuronaux. Médié par un mimétisme moléculaire entre des antigènes environnementaux et intestinaux, responsables de réactions croisées avec le tissu nerveux. Le prototype, il est présenté par l'exemple des transglutaminases, qui sont des enzymes de différenciation et de promotion de survie cellulaire, et 50% des cas de maladie cœliaque expriment plus que 2 antitransglutaminases. La TG2, certes intestinale, mais aussi ubiquitaire, la TG6 spécifique du tissu nerveux, en particulier le motoneurone spinal impliqué dans la SLA, et tous les deux partagent une homologie de structure et de fonction. Ainsi, du fait de l'ubiquité de la transglutaminase 2, les anti-TG2 vont exercer une réaction croisée contre la TG6 neuronale et le tissu neuronal, source de dégâts. La barrière hémato-encéphalique devenue perméable à la gliadine va autoriser son passage dans le système nerveux central, où il va subir les effets de la TG6, qui sont les mêmes que son homologue intestinal, induisant une réaction inflammatoire locale médiée par le gluten dans le cerveau, et la formation de lymphocytes B spécifiques producteurs d'un anticorps, d'un nouveau marqueur d'exposition au gluten qui sont les anti-TG6 qui vont perpétuer les dégâts neuronaux. Les autres antigènes environnementaux et intestinaux qui ont un mimétisme moléculaire avec le tissu neuronal, quelle que soit cette molécule, sont la gliadine génétiquement modifiée qui a un mimétisme en particulier avec la synapsine 1 parce qu'elle est impliquée dans la SLA, les lipo-oligosaccharides bactériens du Campylobacter jejuni, le gluten glycosylé modifié par des processus de raffinement alimentaire, et les gangliosides de la membrane intestinale. Les auto-anticorps coupables de lésions neuronales seront les anti-alpha-gliadine 33-mère peptides et les antigangliosides, constatés dans 64% des cas de maladie cœliaque et qui sont négatives à un an de régime sans gluten. Par ailleurs, on décrit les anticorps anti-récepteurs de la glycine qui sont déclenchés par l'exposition au gluten, oui, mais le mécanisme de formation demeure incertain. En dehors de cette neuroinflammation, le rôle des carences alimentaires il est jugé insuffisant parce que la correction des carences ne permet pas de normaliser le tableau clinique et des hypovitaminoses sévères peuvent être très fréquemment asymptomatiques. Au final, les biomarqueurs de l'atteinte neurologique liée au gluten sont finalement non dosés, soit parce qu'ils sont indisponibles, soit parce qu'ils sont délaissés comme test diagnostic tels que les antigliadines, ou bien ils ne sont pas encore étiquetés. Et ceci nous laisse perplexes face au degré d'implication du gluten dans les maladies neurodégénératives et sur la véritable prévalence de maladies cœliaques. On peut doser en pratique des marqueurs directement déclenchés par l'exposition au gluten, tels que les antigliadines, les anticomplexes gliadine TG, les anti-TG6, ou bien ceux qui vont apparaître secondairement suite à l'exposition d'antigènes neuronaux supposés être séquestrés de la réponse immune, tels que les antisynapsines, les anticellules de Purkinje, les antigades et les antigangliosides. Faut-il alors dépister la maladie cœliaque en présence de SLA ou autres manifestations neurologiques? Probablement oui, parce que même si la fréquence des allèles du HLA, DQ2, DQ8 était similaire entre SLA et groupe contrôle, on est en train d'isoler constamment des biomarqueurs de sensibilité au gluten, aussi bien classiques que moins classiques parmi les suscités, dans des maladies neurologiques. Et cette séropositivité peut atteindre 15,3% chez les cas de SLA pour les anti-TG6 type IgA. Et même si la sérologie classique de la maladie cœliaque était similaire entre SLA et contrôle, et ils étaient finalement tous séronégatifs, mais si on testait ces sujets SLA séropositifs pour les allèles de la maladie cœliaque, 84% étaient exhiber cet haplotype génétique, dont 59% pour le fameux HLA-DQ2. Et on rappelle qu'un sujet homozygote pour le HLA-DQ2 est un sujet qui est à risque de développer une maladie cœliaque dans 20 à 40% dans son existence. On passe au volet thérapeutique. Pour ces manifestations neurologiques, le premier réflexe, c'est un régime sans gluten, dont l'efficacité dépend du délai d'installation, parce que l'exposition prolongée au-delà de 1 an va aboutir à des pertes irréversibles des cellules de Purkinje.
Connu pour ses vertus anti-inflammatoires, il va négativer les biomarqueurs impliqués dans les lésions neuronales et rétablir la barrière hémato-encéphalique. Cette efficacité, elle est tirée à partir de case report, où on n'a noté aucun cas de progression, dans des délais d'évaluation entre 4 mois et 12 mois, aussi bien sur le plan que radiologique et neurophysiologique. Donc, en présence de stigmates d'hypersensibilité au gluten, le régime strict introduit à temps est efficace, qu'il ait ou pas une entéropathie histologique. Parmi les autres alternatives thérapeutiques de la maladie cœliaque, c'est uniquement les stabilisateurs des jonctions serrées, nommés la razotide acétate, étaient efficaces sur les symptômes digestifs et neurologiques. Les endoprotéases, l'immunothérapie et la vaccination, et les inhibiteurs irréversibles de la TG2 sont encore en cours d'investigation. Que peut-on offrir à nos patients qui ont des symptômes neurologiques en échec du régime sans gluten? Ce sont des molécules non spécifiques, souvent prescrites par des neurologues, tels que le riluzole et sa prodrogue, les immunoglobulines IV, le MMF, le rituximab, tentés dans des cas de manifestations neurologiques associées à une sprue réfractaire. Finalement, ils n'ont pas vraiment un grand intérêt dans la pratique clinique. Finalement, je conclus par cette réflexion d'Hippocrate, élaborée bien avant l'ère des progrès pharmacologiques. Comme l'alimentation peut être à l'origine des pires maladies, elle peut être l'un le plus puissant des remèdes, des paroles qui sont sages, qui semblent être toujours dans l'air du temps. Et je vous remercie.